Je donne de suite la parole à Fabrizi, là, qui va présider toute cette matinée, en le remerciant vraiment, ainsi que finalement la Fondation Médéric Alzheimer, je dis finalement, mais entre autres, pour cet apport important pour nous aussi. Je vais garder qu'un. Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, le 10 décembre 1948, 58 États membres, qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations unies, ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot. Le monde était au lendemain d'un terrible conflit armé et peut-être surtout d'une catastrophe, d'un véritable effondrement au plan des valeurs. Eleanor Roosevelt, la veuve du président américain Franklin Roosevelt, et le français René Cassin ont joué, comme vous le savez, un rôle déterminant dans l'écriture et dans l'adoption de cette déclaration, assez courte, composée de 30 articles, précédée d'un préambule, dont je vais vous lire uniquement le début et la fin. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, l'Assemblée générale proclame la présente déclaration comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société s'efforcent de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives la reconnaissance et l'application universelle et effective. 70 ans plus tard, en organisant cette manifestation sur la maladie d'Alzheimer et les droits de l'homme, nous voulons en somme faire une proposition qui est de faire des droits de l'homme un sujet majeur dans le contexte de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Apprenons à regarder ces maladies avec le prisme des droits de l'homme, développons une approche de la maladie d'Alzheimer fondée sur les droits de l'homme. Ça peut être fondé sur cette déclaration universelle, ça peut être fondé sur la Convention européenne des droits de l'homme, également sur la Convention internationale des droits de l'homme des droits des personnes handicapées, ratifiée en 2006. Alors évidemment, à l'époque où nous sommes, une telle proposition, une telle invitation va immédiatement susciter un certain nombre d'objections et peut-être du scepticisme. D'abord, est-ce que les malades, les familles, les professionnels qui doivent déjà faire face à tant de problèmes concrets, pratiques au quotidien, n'ont pas autre chose et mieux à faire que de se préoccuper de ces droits de l'homme? Deuxièmement, nous ne sommes plus en 1948 à l'époque des espoirs de reconstruction. 70 ans plus tard, nous sommes à bien des égards désenchantés, d'une certaine façon vaccinés par rapport aux affirmations de grands principes et à l'invocation et aux beaux discours. Autrement dit, à quoi bon affirmer des droits s'ils ne restent que formels et abstraits, s'ils ne modifient pas le réel? Et enfin, et c'est peut-être l'objection fondamentale qu'on pourrait nous faire, pourquoi est-ce que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées appelleraient plus que d'autres une approche fondée sur les droits de l'homme? Je crois qu'en réalité, quand on y regarde de plus près, il est évident que ces maladies, ces conditions doivent être abordées avec ce prisme. D'abord, combien de personnes continuent de voir dans les symptômes de la maladie quelque chose contre quoi on ne peut rien, avec fatalisme et résignation? En conséquence de quoi, combien de personnes malades n'ont aujourd'hui pas même accès à un diagnostic? Et quand un diagnostic est réalisé, quand un diagnostic est posé, combien de personnes continuent de penser que ceux qui ont des troubles cognitifs sont incapables d'affronter la réalité? Combien de personnes continuent de penser que ceux qui ont la maladie d'Alzheimer sont incapables de déterminer ce qui est bon pour eux? En conséquence de quoi, combien de personnes malades sont aujourd'hui tenues dans l'ignorance de ce diagnostic? Hélène Rochefort-Brennan, malade elle-même, présidente du groupe de travail européen sous l'égide d'Alzheimer Europe, l'avait dit de manière assez forte à Sofia dans un événement qu'on avait co-organisé, je la cite: « On ne reconnaît même pas aux personnes ayant des troubles cognitifs le droit pourtant fondamental de recevoir leur diagnostic. Je voudrais vous poser la question à tous ici, aujourd'hui, y a-t-il d'autres maladies où le diagnostic d'une personne ne lui est pas communiqué? Si vous étiez dans ma situation, voudriez-vous qu'on vous le dise ?» Deuxièmement, comme vous le savez, les personnes qui ont des troubles cognitifs font l'objet de restrictions importantes de leur liberté.
de leur liberté civile. On a montré dans des enquêtes de la Fondation Médéric Alzheimer que près d'une personne malade sur 3 fait l'objet d'une mesure de protection juridique, qu'il s'agit presque toujours de la mesure de protection la plus lourde, une tutelle au bien et à la personne, souvent assortie presque toujours d'un retrait du droit de vote, et pas assez souvent précédée d'une audition par le juge avant la mise en œuvre de cette mesure. L'OMS a déploré en 2016 que, de manière générale, mais y compris dans les pays dits développés, les personnes malades font trop souvent l'objet de mesures de contention physique et chimique. Plus généralement, combien de personnes malades sont aujourd'hui encore enfermées pour leur sécurité ? Le CCNE, dans son avis sur les aspects éthiques du vieillissement, a souligné, après d'autres, ces enjeux. Moi, je voudrais surtout rappeler ce que nous a dit Blandine Prévost à Lyon en 2017, quand elle a mis l'accent sur ces aspects et a demandé à la salle, aux 500 personnes présentes, si vous aviez des troubles cognitifs, est-ce que vous voudriez être enfermé pour votre bien, pour votre sécurité ? Hélène Rochefort-Brennan, Blandine Prévost. La troisième personne que je voudrais citer ici, c'est Kate Swaffer, qui s'efforce de représenter les personnes malades au plan mondial. C'est une Australienne qui a une 50aine d'années. Kate Swaffer nous dit la seule maladie que je connaisse où l'on dit aux personnes de rentrer chez elles et de se préparer à mourir plutôt que de lutter pour leur survie, c'est la maladie d'Alzheimer. Kate Swaffer analyse une prescription. Elle dit quand vous recevez ce diagnostic, on vous donne une prescription de désengagement. Renoncez à la vie qui était la vôtre avant le diagnostic, renoncez à la profession qui était la vôtre, c'est ce qu'on lui a dit, renoncez à vos activités, renoncez à la vie qui était la vôtre. Pour elle, cette prescription de désengagement est non seulement décourageante pour les malades, contraire à l'éthique, mais c'est pour elle une atteinte aux droits fondamentaux. Ce que je voudrais souligner, c'est que ces atteintes aux droits, elles concernent certes les personnes malades, mais elles concernent aussi les aidants. Je ne trouve pas normal qu'on continue aujourd'hui de presque tout attendre des familles, qu'on les laisse dans bien des cas se débrouiller seuls ou quasiment seuls, parfois les amener à renoncer ou à réduire leur activité professionnelle, à sacrifier leurs économies, leur vie de famille, leur santé, qu'on les laisse démunis et que ce soit en pratique, elles, qui assument la quasi-totalité de l'effort. Et je trouve qu'on devrait élargir cette réflexion également aux professionnels. Emmanuel a rappelé à l'instant que ce sont eux qui font vivre ces valeurs au quotidien. Mais je crois que tout ce que le CCNE peut dire, par exemple, de la relégation des personnes malades dans des établissements d'hébergement, on pourrait avoir la même réflexion sur la relégation d'un certain nombre de professionnels dont il nous semble qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus dans leur inventivité, dans leur créativité, dans leur intelligence pratique et dans leur effort quotidien pour faire vivre ces valeurs. Pour autant, je crois qu'on a besoin, une fois qu'on a dit ça, de ne pas simplement utiliser les droits de l'homme comme un prisme pour critiquer des atteintes aux droits, mais qu'on en a aussi besoin pour se donner un langage commun, des valeurs communes et une direction partagée. Ça m'amène à préciser dans un premier temps ce que je crois que cela ne veut pas dire de mettre la question des droits de l'homme au centre, et donc de lever un certain nombre de malentendus. Premièrement, mettre la question des droits de l'homme au centre, je crois que ça ne veut pas dire, ça ne doit pas vouloir dire qu'il faille rompre avec l'approche biomédicale. On entend, me semble-t-il, trop souvent des oppositions entre une approche biomédicale et une approche psychosociale, comme on l'a vu dans le champ du handicap, entre le traitement médical et le traitement social du handicap. Je crois qu'on oppose trop souvent ces différentes approches, comme si, et on le lit encore souvent, comme si l'approche biomédicale était inhumaine, voire déshumanisante, et comme si l'approche psychosociale était par essence humaine, voire humaniste. Je crois qu'on a besoin de ces deux approches, que c'est en les combinant qu'on avancera, parce que ce sont à la fois des maladies et des handicaps qu'ils appellent une réponse des deux ordres. Deuxièmement, je pense qu'il faut être clair sur le fait qu'en disant qu'il faut mettre les droits de l'homme au centre, on ne veut pas dire du tout que l'approche actuelle est inhumaine.
J'ai pointé des lacunes, mais il faut aussi rapidement pointer tous les progrès qui ont été réalisés ces dernières années, en particulier du fait des différents plans et du 3e plan en particulier. On a considérablement progressé ces dernières années, cette dernière décennie, dans la réponse que la société française apporte au problème ou au phénomène Alzheimer. On pourrait citer, je sais que on pourrait citer l'ensemble des dispositifs, mais pensez aux filières gériatriques, aux équipes mobiles, aux nouveaux dispositifs de coordination et d'intégration, au soutien aux aidants, etc. Ce que pour moi cela veut dire, et je pense que c'est ce que l'on va développer pendant toute cette matinée, ce que cela veut dire de mettre la question des droits de l'homme au centre, c'est deux choses relativement précises. La première, c'est que nous devons reconnaître l'autre dans ce qu'il est, non pas dans une dépendance, mais pour ce qu'il peut, non pas pour ce qu'il est encore, ou dans ce qu'il est toujours, mais dans ce qu'il est tout court, non pas dans ce qu'il peut encore, mais dans ce qu'il peut différemment, en tant qu'il est autrement capable, au-delà de la description de sa pathologie. Ce slogan de continuer de voir la personne derrière la maladie a beau être usé, je crois qu'il est absolument fondamental. C'est ça que cela veut dire. Et donc, cette déclaration des droits de l'homme, elle nous rappelle qu'en dépit de la maladie, qu'en dépit des déficits, qu'en dépit des pertes, il y a toujours des personnes, une personne en face de moi qui a une vie qui est possiblement diminuée, malade, vulnérable, que la vie a pris une autre forme et que pour autant, en dépit de cette fragilité, de cette précarité, c'est une personne entière avec toute sa dignité qui est présente à nous et vis-à-vis, qui appelle notre réponse. Premier point. Deuxième point, je crois que mettre l'accent sur les droits de l'homme, ça veut dire qu'il nous faut, et je crois qu'on ne l'a pas assez fait ces dernières années, mettre au centre la problématique de la justice. On a eu à peu près 10 ans où on a mis au centre la question de la bienfaisance, on s'est préoccupé de l'intérêt des personnes, on s'est préoccupé de minimiser leur anxiété, de minimiser tout ce qui pouvait porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Depuis une dizaine d'années, on met énormément l'accent non plus sur la bienfaisance, mais sur l'autonomie, sur le respect des volontés, des préférences, se mettre à l'écoute des personnes, de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles expriment. Je crois qu'il nous manque une troisième valeur qui va fédérer tout ça, parce qu'on ne peut pas se contenter de balancer en permanence entre bienfaisance et autonomie, parce que tous, on se retrouve dans des apories conceptuelles qu'on n'arrive pas à dépasser si on en reste là à arbitrer entre les deux. Mettre la question de la justice au cœur, de l'égalité de traitement au cœur. On peut penser à l'article 12 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, mais ça veut dire que la justice, ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de respecter les droits des personnes, mais qu'on va promouvoir un accès effectif des personnes à ces droits qui sont les leurs. Donc cette question de la justice, à mon avis, elle peut nous aider à sortir des apories qu'on rencontre, par exemple, entre liberté et sécurité. La question de la justice, c'est est-ce que dans d'autres situations, on raisonne de cette façon-là ? Et la question de la justice permet de sortir, me semble-t-il, de ces apories. Dernier point, comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Parce qu'il me semble que quand on parle des droits de l'homme, on est toujours soupçonné d'une certaine forme d'abstraction, de formalisme et de théorie. Donc il faut montrer très concrètement qu'est-ce que ça veut dire de mettre la question des droits de l'homme au sens. Pour moi, ça veut dire 3 choses générales, 2 choses particulières. Première chose générale, améliorer l'accompagnement. Kate Swaffer le rappelle souvent, et elle cite l'article 26 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Quand vous avez des déficiences, des déficits, des restrictions de participation sociale, vous avez droit, vous devez avoir accès à de la compensation, à des aménagements, à des formes de rééducation, de réhabilitation de vos déficits. Et là, elle pointe tout, si vous voulez, il y a un levier dans cette idée qu'il y a un handicap cognitif qui peut être compensé, diminué, limité par l'environnement, par des aides techniques, et que cette compensation du handicap, c'est un droit à partir du moment où on reconnaît que la maladie occasionne un certain nombre de déficiences et d'incapacités.
Ça veut dire très concrètement que tous les professionnels que le troisième plan notamment a fait intervenir, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens, on pourrait évidemment ajouter les kinésithérapeutes, les psychologues, les travailleurs sociaux, tous ces métiers de la réhabilitation, ils ont un rôle central à jouer après le diagnostic et que cette offre post-diagnostic qu'on a par exemple dans les ESA, il faut absolument la développer. C'est très concret, mais c'est très directement lié à cette question des droits de l'homme. Deuxième chose très générale, ça devient une banalité de le dire, donc je vais passer vite, mais rendre la société plus inclusive, plus accueillante aux personnes ayant un handicap cognitif. Il est évoqué dans la Déclaration des droits la question du culte, de la pratique religieuse. Comment fait-on pour adapter un culte? Comment fait-on? On a quelques exemples, en Allemagne notamment, en Angleterre aussi, de pasteurs qui ont aménagé les offices pour les rendre dans leur longueur, dans leur contenu, accessibles à des personnes qui ont des difficultés cognitives et qui pour autant continuent d'avoir des questions liées à la spiritualité auxquelles il faut répondre. Donc comment on a commencé à adapter la société au handicap physique et sensoriel, comment on l'adapte à cette forme, comment on la rend accessible, comment on l'adapte au handicap cognitif. Troisième idée générale, qui me semble essentiel, c'est la participation des personnes malades et de leurs aidants, à la fois à la définition des politiques publiques et à l'effort de recherche. Je ne vais rien dire sur les politiques publiques, mais cet accès à la voix, je pense que Benoît Hérault en dira un mot et on y est très attaché avec Jean-Luc Noël ici présent, comment on crée les conditions pour qu'en dépit des troubles cognitifs, il y ait une voix individuelle et collective des personnes qui puissent s'exprimer. Et c'est quelque chose qu'on a énormément entendu à Barcelone le mois dernier au congrès d'Alzheimer Europe, la participation des malades à la recherche, pas simplement pour y être recrutés, mais pour définir avec les chercheurs des questions de recherche, des priorités de recherche, pour réfléchir avec eux sur la bonne manière de mettre le protocole en route, pour être informés à l'issue de cette recherche des résultats, pour participer donc activement et pas simplement comme un sujet de la recherche. Hélène Rochefort-Brennan, que je citais tout à l'heure, avait cette formule sur ce sujet. Nous avons une connaissance d'expérience, dites au monde qu'ils ne doivent pas être inquiets de nous inclure. Nous voulons faire partie de la solution. Nous voulons contribuer de manière active et significative à cet effort global de recherche. Ça nécessite de la part des chercheurs un renversement de perspective totale, mais ça me semble important. Je finis par deux choses très concrètes, beaucoup plus détaillées, mais on pourra en développer beaucoup, et je pense que tous, on va en développer ce matin, mais qui m'apparaissent comme deux manques. Premièrement, il y a depuis le début des années 2000 au Royaume-Uni un texte légal d'avant-garde qui s'appelle le Mental Capacity Act, qui aide tout le monde, qu'on soit un membre d'une famille, un professionnel, à appréhender cette question de la capacité d'une personne à prendre une décision. C'est un texte très court, d'une page et demie, qui explique, avec des détails, mais les fondements sont extrêmement courts, qui exprime comment on peut apprécier cette capacité à prendre des décisions pour soi, dans sa vie, sur son lieu de vie, sur les traitements qu'on a, sur la vie qu'on mène. Comment il faut faire si cette capacité à prendre des décisions apparaît fragilisée. On est en dehors du cas des mesures de protection. On est pour des personnes qui sont hors mesures de protection. Pour l'instant, et les travaux de Benoît Hérault l'ont montré, le législateur français a choisi de laisser dans l'ombre ces situations où la capacité à décider est fragile, indépendamment de la question des régimes juridiques. Donc, quand est-ce que nous allons nous doter d'un texte équivalent en France qui permet de sortir beaucoup de personnes d'embarras au quotidien? Dernier point, vous savez que la grille Agir repère mal les troubles cognitifs, que ceux-ci sont donc mal ou insuffisamment pris en compte dans le calcul des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce problème de l'évaluation des besoins, il se pose aussi dans d'autres contextes. Anne Caron-Déglise, qui s'exprimera tout à l'heure, dans le rapport de la mission interministérielle qu'elle a présidée, souligne l'importance d'une évaluation multidimensionnelle des besoins de protection avant la mise en œuvre d'une mesure. On a la chance, en France, comme dans d'autres pays, de pouvoir disposer d'un outil d'évaluation multidimensionnelle
qui est la palette d'outils développés par le groupe international Interrail. C'est des outils qui sont fondés sur la recherche, qui sont actuellement utilisés par les 1000 gestionnaires de cas qui travaillent dans les dispositifs Maya. Qu'attendons-nous pour généraliser l'usage de ce dispositif qui a le mérite à la fois de repérer des besoins de manière très globale et de repérer non seulement les déficits, mais aussi les forces, les ressources, les capacités des personnes. Donc je conclus en vous disant que la raison pour laquelle il faut faire des droits de l'homme un enjeu central dans ce contexte de la maladie d'Alzheimer, la raison pour laquelle il faut fonder cette approche sur les droits de l'homme, c'est que cette question des droits et des droits fondamentaux permet de voir quel est au fond le problème soulevé par ces maladies, parce que c'est à ce niveau-là qu'on est au bon niveau pour apporter une réponse à la hauteur du problème. Donc on a accompli des progrès qui sont considérables, mais il faut aller beaucoup plus loin, il nous faut être encore plus ambitieux et en un sens beaucoup plus radicaux que nous ne l'avons été jusqu'à présent. Je vous remercie.